Bonsoir à tous, c'est le rendez-vous hebdomadaire consacré essentiellement à la rétrospective de la semaine. Vous êtes sur FM Télévision, c'est la bonne adresse. On va commencer par remonter les temps. En début de semaine, vous évoquez le séjour à Tshikapa du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a invité les jeunes à se faire enrôler dans l'armée dans le cadre justement de renforcer l'armée congolaise en vue de stopper l'agression rwandaise que connaît le pays via le MV3 justement. Il a en outre évoqué l'emploi de jeunes pour matérialiser justement ces 6 axes prioritaires. On prend les détails dans cet élément signé Alain Goma. Regardez. Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, a vécu ce dimanche 29 décembre une journée particulière. Une année après son passage, lors de sa campagne électorale, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi était de retour dans les Kasaï pour remercier le peuple kassaïen qui a sensiblement contribué à sa réélection à la tête du pays. À l'aéroport national de Tshikapa, l'ambiance était au rendez-vous. Après les honneurs militaires, les gouverneurs de province, les notables kassaïens et membres du gouvernement se sont alignés en comité restreint pour saluer les garants de la nation en itinérance. Mais l'effervescence au sens des mots, c'est à l'extérieur de l'aéroport qu'il fallait la vivre. Le chef de l'État a pris un bain de foule sur 1 kilomètre en direction du lieu du meeting entre chants, cris et ovations. Prenant la parole après l'introduction du gouverneur de province Crispin Mukendi Bukasa, le président de la République Félix Tshisekedi a, devant de milliers de Kassaïens, passé en revue tous les secteurs de la vie nationale avant de présenter sa vision déclinée en 6 engagements. Le chef de l'État mettra en profit son séjour de 48 heures à Tshikapa pour mieux se rendre compte de la vie de la population du Kasaï et en donner les réponses efficaces. Il est également prévu une série de visites et des entretiens avec notamment les forces vives de la province avant de regagner Kinshasa. Dans un message tenu à la nation congolaise, Martin Fayulu évoque les faiblesses du gouvernement congolais face à l'agression rwandaise via le M23. Selon lui, la faiblesse diplomatique de la République démocratique du Congo a réussi à ancrer justement dans l'opinion internationale l'idée selon laquelle les FDLR serait une responsabilité congolaise. Pourquoi le gouvernement congolais ne pense pas-t-il à discuter avec le FDL, mais également avec le président rwandais Paul Kagame? On trouve justement les réponses à toutes ces questions à travers ces propos, ces messages de Martin Fayulu. Je rappelle, le président de l'ECD, on va l'écouter. Notre armée est abandonnée. Après 6 ans au pouvoir, le régime n'a pas réussi à doter le pays d'une force militaire capable de défendre notre souveraineté. Nos soldats, courageux, mais sous-équipés, affrontent des forces ennemies bien armées. L'argent dilapidé à Kinshasa à lui seul pourrait changer les rapports des forces sur le terrain. La diplomatie est défaillante face aux manœuvres de Paul Kagame et à ses accusations mensongères contre notre pays. Le gouvernement brille par son absence de stratégie et d'action de dissuasion concrètes. Nous sommes réduits à des slaves lyriques qui frisent la comédie et dénoncent un manque de sérieux qui rassure l'ennemi sur les faibles capacités intellectuelles de son adversaire. Aujourd'hui, la faiblesse diplomatique de la RDC a réussi à ancrer dans l'opinion internationale l'idée selon laquelle les FDLR seraient une responsabilité congolaise. Pourquoi le gouvernement congolais ne demande-t-il pas à M. Kagame de discuter avec les FDLR et de neutraliser le M23? Là où ça blesse, c'est qu'en pareille circonstance, il paraît évident que tout leader censé chercherait un tant soit peu à tisser les liens entre citoyens et favoriser la cohésion nationale. Mais non.
Voilà tout ce qu'on peut vous dire concernant la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo, avec pas mal de réactions. Vous venez d'écouter le président de l'ECD, je cite Martin Fayulu. Oui, sur la FM Télévision, on poursuit cette édition consacrée essentiellement à la rétrospective de la semaine. On va passer à autre chose à présent dans ce journal. Le gouvernement congolais a procédé, vous le savez, à la mise en liberté de plusieurs détenus ayant purgé leur peine dans la prison de Chikapa. Cette opération a été évidemment supervisée par le ministre de la Justice, je cite, Constant Mutamba. Les précisions et les détails dans cet élément. Constant Mutamba, parce qu'il m'a libéré. J'étais en prison pendant une année. Je n'avais pas encore passé au tribunal. Mais quand le ministre de la Justice est arrivé, on m'a libéré. Maintenant, je suis dehors. Merci. Okay. Je remercie le président Chilombo, Félix Chilombo. Après, je remercie encore le Premier ministre Constant Mutamba, ministre de la Justice, pour que tout ce qu'il a fait pour nous. Il m'a libéré dans les prisons, parce qu'ici à Chikapa, je n'ai pas eu même la famille, même une personne qui vient me visiter à la prison. Mais aujourd'hui, je vois que notre ministre Mutamba Costa m'a fait la grâce de sortir à la prison. C'est pour cela que je lui remercie beaucoup. Prison centrale ya Chikapa na pesi merci na mokonzi na biso papa Mutamba. Denga tiki ngai mobile ezalaki kaya bitumba na kuti babomi mobile tango na témoigner que mobile na kuti déjà kokufa ba condamné ngai kete. Ezaka kayo moto sali ka oyo na lobi kete. Ba meminga na prison na mi retrouver na prison ba condamné ngai déjà. Na sali une année 11 mois. Allez, on va passer à présent à autre chose. L'ordonnance du chef de l'État accordant une grâce présidentielle aux détenus, notamment politiques, suscite plusieurs réactions dans l'opinion. Il y a par exemple le coordonnateur de la société civile, Jonas Tchombela, qui salue cette décision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il qualifie d'une mesure beaucoup plus fédérale. On va l'écouter justement au micro d'Alengoma et Fantas. Nous devions saluer ces mesures qui tendent à décrisper l'environnement sociopolitique du pays, que ces mesures soient prises en faveur de ses compatriotes Jean-Marc Kabound et consorts, parce qu'on ne voit pas quel crime ils avaient vraiment commis qui ne pouvaient pas appeler au pardon. Donc les mesures de grâce prises par le chef de l'État sont saluées. Nous pensons que ça va dans la dynamique de désengorgement de prison, mais en même temps, ça va dans la dynamique de la réconciliation. Et nous souhaitons que ça puisse aller un peu plus loin que là. Là, ils étaient en prison, mais il y a aussi d'autres qui sont en circulation. Donc le chef de l'État devra penser déjà à l'initiation des contacts, des dialogues, des concertations avec toutes les parties prenantes comme texte sociopolitique de notre pays, de telle manière à ce que la guerre qui nous est imposée puisse trouver l'adhésion de tous. Je pense que son signal fort dans la direction des prisonniers doit aussi s'étendre dans l'autre espace de liberté, de telle manière qu'on puisse parler de la cohésion nationale, qui est un des éléments qui était dans son premier discours d'investiture, dont il n'a pas assez beaucoup travaillé. Donc nous avons salué ces mesures, ça doit se poursuivre avec les autres. On ne peut pas construire un pays seul, c'est l'affaire de nous tous. Et puis dans le même registre, Maître Eric Bila, cadre du SINARC, a tenu à préciser le fond de cette décision faisant suite à l'ordonnance présidentielle du chef de l'État, en précisant que ce qui s'y raconte sur les réseaux sociaux n'ont pas lieu d'être. Il a été joint au téléphone par Alain Goma, je vous prie de l'écouter. Juste une mise au point pédagogique très courte sur l'ordonnance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accordant la grâce présidentielle à une catégorie de personnes incarcérées. Et les gens s'avertissent déjà à faire des commentaires ou à faire des listes de gens qui doivent
bénéficier, entre guillemets, de cette mesure-là. Seulement, je vais éclairer la lanterne de l'opinion en fixant d'abord que la grâce présidentielle est constitutionnelle. C'est en respect de la Constitution que le chef de l'État a signé cette ordonnance. En tant que magistrat suprême, je dis ici en tant que magistrat suprême. Et ça va de son pouvoir discrétionnaire d'en fixer les préalables ou les critères. Donc, ici, à la différence de la libération conditionnelle auquel la loi prévoit les conditions numériques relatives aux peines ou bien à la peine, ici, il s'agit d'une mesure, je dirais largement de clémence, assortie, relevant du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, en termes de préalables fixés pour être bénéficiaire. Donc, les personnes dont je suis en train de voir dans les réseaux sociaux, dont les noms sont cités, doivent avoir rempli les conditions exigées par l'ordonnance du chef de l'État pour qu'ils se voient être libérés de leur milieu d'incarcération ou encore déchargés de leur peine. Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir. Il ne faudrait pas mettre la charrue devant le bœuf. C'est une notion pédagogique très courte que je mets dans la tête de l'opinion pour que cela ne puisse pas susciter de controverses ou encore de malentendus. Voilà tout ce qu'on peut vous dire concernant cette ordonnance présidentielle accordée à certains détenus. On va y revenir avec plus de précision dans nos prochaines éditions. Autre chose, la police nationale congolaise ville de Kinshasa a assuré la sécurité du réveillon pour empêcher justement toute forme de violence urbaine. Des patrouilles ont été menées dans la ville de Kinshasa du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025. Les forces de sécurité ont interpellé plusieurs bandits urbains de différentes zones, évidemment pour accorder quiétude à la population quinoise. On voit ces reportages avec Rite Dunonzei. Déterminé à assurer la sécurité de la population et de ses biens, le commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a renforcé ses patrouilles à travers la ville. Ce samedi 28 décembre, le général Blaise Kilimbalimba a déployé ses unités pour des patrouilles spéciales sur toute l'étendue de la capitale congolaise. Au cours de cette opération qui a consisté à la traque sévère des inciviques communément appelés Kuluna, la police a mis la main sur plusieurs gangsters qui terrorisent les passants, surtout dans les communes défavorisées à l'aide des armes blanches. Ce déploiement de la police a été renforcé à la frontière entre Kinshasa et le Congo central, mais aussi entre la capitale et la province du Kwilu. Ces mesures viennent répondre à l'inquiétude croissante des habitants face à une recrudescence des actes de banditisme pendant les fêtes de fin d'année. Le général Blaise Kilimbalimba et ses troupes se sont décidés à restaurer la confiance de la population envers les forces de l'ordre. Et puis dans la semaine, vous le saviez, les Quinois ont célébré le mercredi 1er janvier la fête des Nouvel An avec une effervescence, on va le dire quilleusement. Le jeudi 2 janvier, la majorité des Quinois est restée à la maison. Les activités ont tourné et au ralenti. Nous renseignent ces reportages de Rite Dunonzei et Nokma Fouka, Rabi Fouka. Nous sommes en plein centre-ville de Kinshasa. À première vue, l'on se croirait face à une journée ville morte. Or, il s'agit de la journée du 2 janvier 2025, une journée qui suit la célébration de la Saint-Sylvestre, communément appelée la Bonne Année. Les Quinois ont préféré prendre un congé après cette célébration. Les débits des boissons n'ont pas ouvert leurs portes, les maisons commerciales également, y compris les petits commerces. Ici, dans la commune de Limete, par exemple, les véhicules sont quasiment rares. La circulation sur les boulevards et ses environs reste timide. Tout le monde préfère se reposer pour reprendre le travail la journée du 3 janvier, qui est d'ailleurs déclarée chômée et payée.
D'habitude, à Kinshasa, la journée qui suit la célébration du Nouvel An reste presque une journée ville morte. À qui profite ces temps alors que les Kinois vivent au taux du jour? La question reste posée. La semaine a été dominée par le fête de fin d'année. Sachez que le président de la Fondation Congo Tozala Bolingo, en prévision de la fête des Nouvel An, remis de vivre aux orphelins, veuves et délaissés. Et là, c'était dans la ville de Matadi, dans le Congo central, mais également à ceux du quartier Munganga. Là, nous sommes effectivement dans la commune d'Ngalema. L'opération des dons aux vulnérables s'est effectuée du 28 au 31 décembre 2024. Reportage Fifi Kalumbwe et Enoch Mafuka. Il a tenu à matérialiser la dénomination de sa fondation Congo Tozala Bolingo. C'est le président Jackson Mbala de la fondation Congo Tozala Bolingo qui a, malgré les faibles moyens, partagé le peu avec les personnes démunies, membres et non membres de sa fondation, pour redonner les sourires en cette période festive. Dans la commune de Voindou à Matadi, le président Jackson Mbala a remis à des dizaines de femmes, filles et des délaissés ces petits dons qui a constitué pour les bénéficiaires le dernier espoir pour fêter avec beauté la fête de Nouvel An. Même exercice à Kinshasa, au quartier Kamunganga, dans la commune d'Ngalema, où les désespérés ont vécu une surprise à la dernière minute des Jeux, c'est-à-dire les derniers jours de l'année 2024, soit le 31 décembre. Ce don a été pour ces personnes démunies considéré comme le but de la qualification, car l'espoir s'était déjà envolé. Elles se sont interrogées sur comment allait se dérouler cette fête des Nouvel An sans cet apport du président Jackson Mbala de la fondation Congo Tozala Bolingo. Baoye bafandaka bisika nyonso na commune nyonso ya Matadi baya kosadere na fondation Congo Tozala Bolingo pona tina ya kozala kaka na bolingo na ndeko na yo soko za na bolingo ekozala bien nokomona pe Nzambe akopambola yo nde loko ngana sengi baya ebele baya kosadere. La fête de Nouvel An s'est bien déroulée à Voindou comme au Kamunganga grâce au président Jackson Mbala qui s'est par la suite rendu à Mbujimaï dans les Kasaï pour le même exercice. Et puis cette semaine, la République démocratique du Congo a commémoré les 11 ans de la disparition du colonel Mamadou Ndala, abattu au front dans son exercice de défense du territoire national. À cette occasion, votre rédaction vous propose les portraits, évidemment, et retrace le parcours de ce vaillant combattant. On voit tout cela à l'image avec Alain Goma et Immaculé. Né un certain 8 décembre 1978 à Ibambi, dans le territoire de Wamba, dans la grande province orientale, Mamadou Moustapha Ndala a grandi dans un contexte marqué par l'instabilité politique et conflits armés. Il intègre l'armée le 6 juin 1997 et fut formé par des instructeurs belges, angolais, américains et chinois. 14 ans plus tard, soit le 7 janvier 2011, il est élevé au grade de colonel et prend le commandement de l'unité de réaction rapide où il devient célèbre pour ses victoires écrasantes sur les combattants du M23 à Kibati ainsi que lors de la reprise de Rumangabo et de Bunagana en 2013. Un militaire engagé, sincère et déterminé, un meneur d'hommes, il était marié et père de 3 enfants. Signalons que Mamadou Ndala est mort calciné dans sa Jeep avec 2 de ses gardes du corps le 2 janvier 2014 des suites d'une embuscade tenue par le rebelle ougandais de Adef Nalou à 10 km de Beni. Il a été promu au grade de général de brigade à titre posthume. Pour nombreux, il reste le héros de la victoire militaire de cette époque et symbole de la lutte contre la balkanisation de la RDC. Depuis qu'il a quitté cette terre de vivants, il totalise aujourd'hui 11 ans.
Allez, naturellement, on termine avec Monde Sport. Grâce à sa victoire 3-1 devant le Tchad, la République démocratique du Congo est qualifiée à la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations pour les sélectionneurs nationaux congolais. Otis Goma, je citais, c'est une satisfaction pour la sélection congolaise qui retrouve en tout cas les CHAN. On va l'écouter au micro d'Erabi Fouka et Israël Kimasi. Dans leur style de jeu, c'était fallait qu'ils jouent du jeu long, mais c'est vrai que tactiquement, chez nous, en RDC, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas vraiment à faire, surtout quand on joue à domicile. Vous avez vu beaucoup de matchs qu'on a perdus à domicile, les matchs décisifs, que ce soit l'équipe nationale A, depuis la Libye, les clubs et autres. Parce que cette discipline du jeu qui fait qu'on puisse rester calme, pas se précipiter, et puis contenir l'équipe adverse, jouer en attaque placée, tout en ayant une sentinelle devant la défense, on ne sait pas trop le faire. C'est la raison pour laquelle, hier, quand je parlais de la BTN, c'était que les entraîneurs qui passent leur diplôme, on doit tous travailler de ce sens-là pour, tactiquement, qu'on devait beaucoup plus fort. Parce que sur le plan individuel, les joueurs congolais, ben, il n'y en a pas mis en Afrique, je crois, sur la technicité et autres. Ouais, donc c'était pas facile. Mais je voulais tout d'abord revenir pour remercier tout d'abord, parce que c'était un combat de longue haleine. Depuis 2 ans, on est la seule nation au niveau de l'équipe d'Ichan qui n'a pas fait ni rassemblement, ni stage. Cette fois-ci, je crois que le président de la République, le ministre des Sports, la Fédération congolaise de foot, se sont tous réunis pour nous donner cette faveur le stade du mois de novembre. Et pour une fois, je vis quand même une certaine solidarité du monde de la presse. Franchement, je peux vous dire que vous étiez là pour me soutenir. En tout cas, ça me va droit au cœur. Ça sera tout pour ce soir, l'édition hebdomadaire consacrée à la rétrospective de la semaine. Merci à tous de l'avoir suivi. On garde un œil sur l'actualité et à tous et à chacun, on souhaite un excellent week-end, mais surtout, bonne année 2025 à tous.